On me demande souvent, lors des interviews, surtout les présentateurs ukrainiens, mais aussi du Canada et d'autres pays. Et qu'en est-il de la partie réfléchie du Make America Great Again? C'est-à-dire ceux qui soutiennent Trump pour ses principes et ses idées. Que pense-t-il, disons, des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de l'influence de la Russie sur les pays voisins, des revendications de la Chine envers le reste du monde, et bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Je réponds autant que possible, mais on ne me croit pas toujours. Et voilà que Steve Torley, que je regarde souvent et que je vous montre assez souvent, a consacré son émission, disons, d'avant-fête justement à presque tous ces sujets. Je veux que vous l'écoutiez avec mes commentaires, bien sûr, pour comprendre que ce que je vous ai raconté, c'est la vérité. C'est la vérité. Exactement, merci. Comme je l'ai dit, la pensée de Desmaga, c'est ainsi qu'elle pense. Voilà. Et la personne que des centaines de milliers de conservateurs américains écoutent sur différentes plateformes a parfaitement exprimé, résumé. Je dirais que c'est exactement ce que j'essaye de vous expliquer petit à petit dans mes émissions. Donc le docteur Steve Torley, spécialiste des religions mondiales et de la théologie, a étudié à Londres, a enseigné le grec ancien, la rhétorique, l'esthétique, et a écrit des livres sur les civilisations et cultures disparues. Il est aussi guitariste classique, il s'est produit en tant que guitariste classique, et il est un professeur de musique. Intéressant comme combinaison, non? Écoutons-le. Si vous êtes avec nous depuis le 24 février 2022, lorsque la Russie a commencé ce qu'ils ont appelé leur opération militaire spéciale en Ukraine, vous sauriez que cette fin est exactement ce que nous avions prédit. Et c'est parce qu'il ne pouvait tout simplement pas y avoir d'autre issue, à part provoquer une troisième guerre mondiale à grande échelle. Et Poutine a toujours su qu'en fin de compte, l'OTAN ne le ferait pas. Les néoconservateurs républicains défendent souvent cette perspective, mais heureusement, le bon sens l'a emporté. Et je veux vous expliquer cela pour que vous compreniez pleinement ce qui se passe réellement ici. Et juste pour que ce soit clair, comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises au cours de ces 3 ans et demi, presque 4 ans, il ne s'agit pas d'être pro-russe ou anti-ukrainien, il ne s'agit pas de diffuser de la propagande pro-Poutine ou quelque chose de ce genre. Il s'agit de la réalité géopolitique froide et dure que refusent d'accepter aussi bien les républicains que les démocrates de l'establishment, mais heureusement, le président Trump la reconnaît. La réalité géopolitique est différente de nos désirs. Lorsque nous sommes impliqués émotionnellement, nous commençons à remplacer la réalité par nos souhaits. Et il faut quelqu'un qui, eh bien, comme le docteur Tarly n'est lié à aucun des deux camps. Il évalue la situation avec une logique froide. Quel est le dernier plan de paix proposé ? L'initiative de paix proposée par l'administration Trump exigerait de l'Ukraine qu'elle cède tout le Donbass, en fait toute la partie orientale russe de l'Ukraine. Cela couvre environ 20% du pays. Reconnaître officiellement le contrôle russe sur cette région et la Crimée. Pour la Russie, c'est non négociable. Cela signifie qu'en ayant pris une partie de l'Ukraine, les Ukrainiens n'ont pas à s'inquiéter que quelqu'un les chasse de ces régions. Et sachant que l'OTAN n'ira pas jusqu'à une confrontation ouverte, à la guerre, le Kremlin n'a pas mais aucune motivation pour quitter les terres occupées. Le plan de paix de Donald Trump ferait exactement cela. Il reconnaîtrait ces régions comme russes pour toujours. Les forces armées de l'Ukraine ne dépasseraient pas environ 600 000 personnes et le pays devrait inscrire dans sa constitution nationale l'interdiction d'adhérer à l'OTAN. Qu'est-ce que la Russie a déclaré non négociable pour l'Ukraine au cours des 3 dernières décennies ? Nous pouvons dire avec vous, tout pays a le droit de décider lui-même avec qui il veut être ami et dans quelles alliances il souhaite entrer. Mais il y a juste un petit problème. Sur un pont étroit au-dessus d'un ravin, une gorille de plusieurs kilos avance. Et vous marchez vers elle, et c'est votre droit d'avancer de votre côté du pont. Mais la gorille montre qu'elle vous jettera dans le ravin si vous continuez à marcher sur la voie opposée pendant qu'elle traverse ce pont. Vous avez 2 options de comportement. 2.
Dire c'est mon droit d'avancer, j'y vais, eh bien, et prendre le risque. Se retrouver au fond du ravin avec la tête fracassée ou s'arrêter et attendre que la gorille passe. C'est à vous de choisir, c'est votre droit, le droit d'avancer ou la sagesse de rester. Si bien sûr vous avez un ami, disons un orang-outan de 800 kilos ou bien 2 mitraillettes, l'une gorille, l'autre kalachnikov, alors la gorille sera probablement plus aimable avec vous et vous laissera passer. Elle peut même s'arrêter et dire « Allez-y, je vous en prie ». Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, alors vous pouvez finir cette traversée par une belle mort. Ou vous pouvez vous dire « Eh bien, je ne suis pas idiot, je ne vais pas traverser ce petit pont ». C'est à peu près ce que dit le docteur Tourly. Et cette étape en elle-même retire en fait l'Ukraine de l'architecture de sécurité occidentale qui, au cours des 30 dernières années, a cherché à encercler géographiquement, limiter fortement la puissance géopolitique de la Russie sur les plans politiques et économiques. De son côté, la Russie acceptera des garanties de sécurité pour l'Ukraine, y compris une certaine forme de contrôle international, très probablement par des pays européens. Ils prendront la responsabilité principale du maintien de la paix, pas les troupes américaines. il faut demander à Gorille si elle est d'accord pour que vous ameniez de l'aide, parce que si elle n'est pas d'accord et que vous êtes déjà sur le pont, vous risquez de tomber la tête la première sur les rochers. Et l'Ukraine sera autorisée à rejoindre l'Union européenne, pas l'OTAN, mais l'Union européenne. En acceptant cela, la Russie bénéficiera d'un allègement de la plupart des sanctions occidentales. Donc cela va de soi, les néoconservateurs sont furieux par cet accord. L'autre jour, à l'aéroport, j'ai vu le New York Post de Rupert Murdoch avec un titre délirant. Trump trahit l'Ukraine en donnant à la Russie tout ce qu'elle a toujours voulu. Et, comme on pouvait s'y attendre, Mitch McConnell, ou celui qui gère son compte Twitter, son compte X, a publié une diatribe furieuse contre la proposition de paix de Trump, affirmant que Poutine a passé toute l'année à essayer de faire passer le président Trump pour un idiot, et en encourageant le carnage russe au lieu de le punir. Il est intéressant de noter que les conservateurs de droite sont tous pour que le carnage cesse, tandis que les libéraux et les pseudo-conservateurs veulent qu'auto que l'Ukraine continue de se battre pendant de nombreuses années. Sa population a disparu, et avec elle l'ethnie, la culture, et même le nom lui-même. Et serait-elle devenue ou serait-elle restée la petite Russie ? Les néoconservateurs comme Mitch McConnell vivent littéralement dans un autre monde différent d'aujourd'hui. Ils sont restés figés dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique, quand l'Amérique est devenue l'unique superpuissance et a dirigé le monde. On appelait cela notre moment unipolaire, lorsque nous réécrivions essentiellement les règles pour tous les pays du monde et dictaient comment devaient fonctionner les relations internationales. Ce monde unipolaire, il faut comprendre qu'il est mort. Vous vous souvenez de la célèbre phrase « l'euro ». Les sommets ne pouvaient pas et la base ne voulait pas, ou peut-être l'inverse. Mais l'essentiel, c'est que l'Amérique, peut-être, ne veut plus être le gendarme du monde. Cela a corrompu l'Europe, cela a renforcé nos ennemis, cela a affaibli notre morale. Nous ne voulons plus courir au Vietnam, en Irak, en Libye, ou dépenser nos forces et notre argent pour protéger le monde entier. Et le monde a grandi. Regardez la Chine, l'Inde, il y a, je crois, 1,6 milliard de personnes qui y vivent, oui, la population. Regardez la Russie avec son complexe militaire démentiel. Nous vivons dans ce qu'on appelle un monde multipolaire. Ce terme a été employé par Mark Rubio, J.D. Vance et le ministre de la Défense Pete Hegseth. Nous vivons dans un monde où plusieurs puissances militaires et économiques ont atteint une influence comparable à celle des États-Unis, comme la Russie et surtout la Chine. Et maintenant, ils sont occupés à défendre ce qu'ils appellent leur hégémonie, leur sphère d'influence. Ces pays sont devenus des puissances régionales et veulent influencer la vie de leur région dans laquelle ils se trouvent, ou du moins se protéger par un mur d'État neutre, comme des coussins, c'est-à-dire tout autour de leurs frontières. Je rappelle l'exemple de Cuba,
où Nikita Khrouchtchev a installé des missiles et les États-Unis se sont dressés, ce qui a pratiquement mené le monde à la Troisième Guerre mondiale, apparemment nucléaire. La Russie veut-elle se défendre ou attaquer ? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais leur honte en Ukraine semble les pousser à penser davantage à la défense qu'à attaquer de nouveaux objectifs. La Russie et la Chine effectuent désormais 99% de leur commerce en roubles et en yuan, contournant complètement le dollar américain. Souvenez-vous, en mars 2022, nous avons coupé la Russie de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, la plateforme internationale de transactions financières que nous contrôlons. D'accord, nous les avons exclus de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nous avons gelé leurs avoirs à l'étranger, nous avons imposé des milliers de sanctions, mais ils y étaient préparés. Donc, ces 10 dernières années, ils ont construit un système financier parallèle, principalement avec la Chine. Ils ont rejoint le système interbancaire de paiement chinois, la version chinoise de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui a traité 24,5 billions de dollars en 2024, soit 43% de plus qu'en 2023. Elle connecte 4900 banques dans le monde. Et la Russie a simplement réorganisé complètement son commerce pétrolier et agricole autour des pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont parallèles au G7. En excluant la Russie de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication et en imposant des sanctions, nous avons cimenté l'alliance des pays qui ne voulaient pas dépendre des États-Unis d'Amérique. Et comme notre politique change en fonction du président, des politiciens et du parti, ils se sont libérés des fluctuations, passant d'une doctrine politique à une autre. Des pourcentages dans la monnaie locale. Donc, pendant que McConnell parle de faire pression sur la Russie, les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont déjà créé une économie mondiale parallèle résistante aux sanctions. Les sanctions occidentales n'ont pas brisé la Russie. Elles ont accéléré un nouvel ordre financier mondial qui n'a pas besoin de l'autorisation américaine pour exister. Je précise, je ne dis pas que cela devrait être ainsi. Je dis simplement que c'est ainsi. Je décris, je ne prescris pas. Le Fonds monétaire international a annoncé qu'en 2024, le produit intérieur brut russe a cru de près de 4%, dépassant celui des États-Unis. Les sanctions ne les ont pas brisées. Tout ce qu'ont fait les sanctions, c'est accélérer la séparation de la Russie d'avec l'Occident, la rendant en fait invulnérable aux sanctions. J'entends encore cela tout le temps des républicains de l'establishment et des commentateurs de Fox. Ils agissent et parlent comme si on était resté en 1996, comme si Eltsine était toujours allongé, ivre et inconscient. Ces jours sont révolus. C'est pourquoi, sur cette chaîne, nous avons dit dès le premier jour du conflit que cette guerre se terminerait inévitablement uniquement aux conditions de la Russie. La question... Pourquoi ? Et pourquoi ni nous, ni l'Europe n'interviendrons-nous ? On peut revenir sur chacune des vidéos que j'ai faites sur ce conflit, au moins une vingtaine, et chacune d'elles le confirme précisément. Ce conflit ne peut finir que selon les conditions de la Russie. Et Trump a réprimandé Zelensky directement dans le bureau ovale à ce sujet. Tu n'as pas de carte, tu n'as aucun levier d'influence. La Russie contrôle totalement la situation. Est-ce que c'est juste ou pas ? Sauf si vous voulez vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale, ce que les néoconservateurs semblent accepter. Mais vous, feriez-vous sauter le Dakota du Nord pour le Donbass ? Évidemment non. Et Vladimir Poutine le sait parfaitement. Il l'a toujours su. Il a toujours eu tous les atouts en main. Il pouvait s'emparer de l'Est de l'Ukraine. Bon, c'est tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas de l'Ouest de l'Ukraine. Elle est bien plus européenne que russe. Et il savait que l'OTAN ne pourrait rien faire. Il ne leur restait plus qu'à arrêter l'expansion vers l'Est dans le cadre de l'objectif de création d'une architecture de sécurité qui cherchait constamment à contenir la Russie. Lorsque Gorbatchev a accepté de retirer les troupes d'Allemagne de l'Est, il a posé une condition. Pas un seul centimètre de l'OTAN ne devait avancer des frontières de l'Allemagne réunifiée vers la Russie, c'est-à-dire vers l'Est. Après la réunification de l'Allemagne, l'Occident, qui avait promis de ne pas avancer vers l'Est, pas d'un centimètre, a ajouté 27,6 millions de kilomètres carrés au territoire de l'OTAN. Ils n'ont pas ajouté un centimètre, mais ils ont ajouté 16 pays, et cela après avoir juré de ne pas bouger. Donc plus proche de la Russie, non.
La Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, les pays baltes, l'Albanie et la Croatie ont rejoint l'OTAN. Et tout récemment, déjà après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la Finlande et la Suède aussi. À votre avis, les Russes croient-ils aux promesses des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres? Je pense autant que l'OTAN croit à la Russie. Alors, évidemment, nous verrons comment ça se passera avec cet accord de paix. Mais cela semble prometteur. Mais le plus important dans tout ça, c'est de ne pas écouter Rupert Murdoch, ni Mitch McConnell ou Lindsey Graham, ou n'importe quel néoconservateur l'establishment néolibéral de Fox News, toujours ancré dans un monde révolu. existe. C'est ça. Que ce soit le cas ou non, la Russie a pris des mesures qui ont clairement montré à ceux qui sont capables de voir qu'un nouveau monde multipolaire est né. Et personne, surtout l'élite de Washington, n'est en mesure d'y changer quoi que ce soit. Si vous avez remarqué, Donald Trump parlait de défense régionale. Il l'a appelé hémisphère. De la Groenland, puis le Canada, ensuite l'Alaska, et vous continuez l'arc. Le canal romain. En réalité, c'est notre ligne de défense, notre mur. Mais la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Russie construisent et continueront aussi de bâtir leur propre mur. D'ailleurs, la Turquie, peut-être même le Japon, l'Europe doit construire sa propre défense, la sienne à elle, contre les missiles, les sous-marins, les drones et d'autres nouveaux types d'armes. Nous serons partenaires avec le Japon, avec la Grande-Bretagne. D'ailleurs, si on lit leurs journaux et regarde leur télévision, ils ne nous supportent absolument pas, c'est-à-dire qu'ils détestent tout simplement l'Amérique. Nous serons alliés avec l'union des sunnites et d'Israël, nous équilibrerons avec la Turquie, peut-être avec le Mexique. Nous tenterons d'entretenir des relations commerciales concurrentielles avec la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et le Brésil. Qui sait? Mais nous allons retirer nos bases, mesdames et messieurs, de toute la planète et les placer autour du périmètre de notre défense et de nos routes commerciales. C'est ainsi que cela se faisait autrefois. Eh bien là-bas, les Danois et les Norvégiens, les Vikings, installèrent leurs postes sur la route des Varegs aux Grecs. Et pour ainsi dire, il y a plein de villes le long des rivières, disons, russes. Oui, ce sont des villes vikings. Et ils ont commencé tout à fait par hasard, sans rien avoir en tête, ils ont fondé la Russe de Kiev, puis la Russie. Comme les Chinois d'ailleurs, qui ont aussi construit et protégé la route de la soie. Et les Européens essayèrent de contourner l'Empire ottoman, qui contrôlait et protégeait toutes les routes maritimes vers l'Inde. Christophe Colomb cherchait l'Inde en évitant les Ottomans. Donc rien de nouveau, il n'y avait rien de nouveau, tout existait déjà. Et simplement sous une forme un peu différente, l'apparence revient à son point de départ. J'ai peur que cette vidéo n'apporte pas de joie à ceux qui ont le cœur qui souffre pour l'Ukraine. Il y a eu un moment à la fin mars 2022 quand, un mois après, je crois 33 ou 34 jours, après l'invasion et la retraite honteuse de la Russie de Kiev, la guerre aurait pu être arrêtée. David Arahamia. Oui, David Arahamia, le chef de la délégation ukrainienne lors des négociations à Istanbul, a déclaré que la Russie avait proposé de mettre fin à la guerre à condition que l'Ukraine reste neutre et renonce à l'OTAN. Mais après le retour de la délégation d'Istanbul à Kiev pour discuter des conditions de l'accord avec la direction, Boris Johnson est venu en Ukraine au nom de l'Union européenne et de Biden. Il a dit à Zelensky de ne rien signer et de continuer la guerre. Alexei Aristovitch, une personne à qui je ne fais pas vraiment confiance, a confirmé les propos d'Arahamia en disant que les chances de mettre fin à la guerre étaient très élevées. Il a précisé ne pas avoir assisté à ces négociations, mais avoir parlé avec 2 personnes, autres qu'Arahamia qui étaient avant présentes. Johnson rejette l'accusation de sabotage et affirme que les négociations ont été rompues à cause des exigences des autorités de la Russie de limiter les effectifs. L'armée ukrainienne, eh bien, personne en fait ne dit jusqu'à quel effectif il voulait limiter cela. Si c'est le même chiffre qu'actuellement, alors 600 000 soldats, c'est plus que suffisant pour l'Ukraine. En fait, ce n'est pas seulement suffisant, c'est plus que suffisant.
Comment maintenir une armée si grande? Il s'est écoulé 34 jours entre le début de l'invasion et le début des négociations. Donc la Blitzkrieg a échoué et le Kremlin en général ne voulait vraiment pas s'engager, disons, dans des actions militaires à long terme. La Russie voulait éviter l'humiliation, tandis que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis sous Biden semblaient pas vouloir poursuivre le bain de sang. La suite, eh bien oui, ils ne l'ont pas arrêté, et le bain de sang continue depuis combien de temps déjà? En 3 ans et demi, cela a coûté la vie à 400 000 personnes selon d'autres estimations, jusqu'à 500 000 vies en Ukraine. Et elle a chassé de leur foyer, de leur lieu de vie, 7 millions de personnes. On me dit que les chiffres sont déjà plus élevés. Mais peu importe, 7 millions d'Ukrainiens dont beaucoup, eh bien, ne rentreront plus jamais chez eux. Je ne veux pas dire que les dirigeants de l'Ukraine ne sont pas coupables. Ce sont des adultes, c'est leur pays et la décision leur appartenait. Et cette décision de poursuivre la guerre a coûté à l'Ukraine du sang, des souffrances, des morts, des morts, des émigrations forcées, la destruction de vie et la perte de la souveraineté nationale. Peut-être même la perte de l'indépendance. Aujourd'hui, les dirigeants de l'Ukraine font face à la même dilemme, et de leurs décisions dépendront la vie et le destin de millions de leurs concitoyens. La situation est aggravée par le fait que beaucoup, au fil des années, ont réussi à amasser des sommes d'argent considérables, comme on dit, des montants incalculables. Et maintenant, la fin de la guerre à suivre, je dirais ainsi. Pour une partie du gouvernement de Zelensky, cela signifie une arrestation possible, la honte, l'emprisonnement ou même l'exécution. C'est pourquoi prendre la décision d'arrêter le combat, mais le combat pour eux est incroyablement difficile. Ils vont trouver toutes sortes d'autres raisons, mais ils vont dire et crier que jamais, jamais, parce qu'ils vont nous attaquer à nouveau. Qu'ils envahissent maintenant, oui, mais dans 2 ou 3 ans, jamais. D'accord. Ah, au moins, les Américains ne donneront pas l'absolution, ils ne donneront pas d'indulgence. C'est pourquoi il n'y aura pas d'amnistie pour les voleurs. C'est une nouvelle très désagréable, je le sais pour beaucoup, mais néanmoins, il n'y aura pas d'amnistie pour les voleurs. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, à la prochaine.